Alors, bonjour à tous. On va pouvoir reprendre et terminer aujourd'hui avec le paragraphe 3 sur l'amélioration du processus décisionnel législatif. J'ai eu encore quelques questions la semaine dernière sur l'examen. Alors, pas le contenu en lui-même, mais la méthode pour vous préparer, que ce soit pour l'épreuve de 3 heures comme pour l'épreuve d'1 heure, sachant que pour l'épreuve d'1 heure, vous êtes un petit peu avantagé cette année par rapport au calendrier de l'année dernière, puisque l'année dernière, l'épreuve d'1 heure avait eu lieu avant la période des fêtes. Là, vous allez avoir un petit temps supplémentaire pour vous organiser. Il est évident qu'il y a de la préparation en vue de l'examen. C'est pas parce que vous êtes dispensé d'apprendre le cours par cœur qu'il n'y a pas un travail préparatoire à faire. Ce travail préparatoire consiste à rassembler votre documentation. Euh, Si vous avez été assidu en cours ou si vous avez suivi par le biais des vidéos, j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indices sur les choses sur lesquelles vous deviez travailler. Ça ne veut pas dire que ça va préfigurer le sujet de l'examen, mais en tout cas, je vous ai donné des conseils sur des choses que vous pouviez approfondir au travers des éléments d'actualité, de choses que vous pouviez trouver dans la presse, etc. Je vous ai même la semaine dernière renvoyé à un article à la RFDA. Euh, Certains d'entre vous m'ont envoyé un petit message pour que je leur envoie l'article. Vous imaginez si je fais ça pour tous les étudiants. D'accord? Vous êtes en deuxième année, vous êtes censé savoir utiliser et la bibliothèque et les bases de données qui sont à votre disposition. Donc non, m'envoyer un mail pour que je vous envoie l'article, ça c'est pas possible, c'est pas acceptable. D'accord? Donc j'ai pas répondu, personne concernée. Donc oui, l'article est librement accessible. Vous le trouvez par le biais des ressources numériques de l'université. Je vous l'ai déjà dit, on paye suffisamment cher pour ça, pour que ce soit utilisé. Et si vous êtes un petit peu rétif aux nouvelles technologies, ce qui, en principe, vu votre génération, ne devrait pas être le cas, vous avez la possibilité de vous déplacer en bibliothèque. Vous avez un service commun de documentation à quelques mètres d'ici, dans lequel vous avez accès à toutes les revues. Donc voilà, ça c'est votre job. OK? Rassembler la documentation, ça veut dire aussi l'avoir lu au préalable. Parce que pour l'épreuve de 3 heures et a fortiori pour l'épreuve d'1 heure, même l'article que je vous ai demandé, sur lequel je vous ai demandé de jeter un œil, vous n'aurez pas le temps de le lire et de travailler le sujet en 1 heure. C'est mission impossible. Donc le travail préparatoire, il est là. C'est-à-dire que vous allez rassembler de la documentation et vous allez la lire préalablement. Vous allez peut-être vous en faire des petites fiches de synthèse, vous allez stabiloter dans tous les sens. Ça, c'est votre méthode. Mais si vous venez uniquement avec des feuilles photocopiées ou le cours prise de notes, mais sans avoir pris le temps de le relire, d'essayer de le digérer et d'en intégrer les éléments essentiels, sachez-le, vous allez vous planter. D'accord? J'indique également que par commodité, certains d'entre vous se rassurent. Voilà, ils ont tout sous la main. Et puis hop, ils découvrent que le sujet, c'est en lien avec tel paragraphe de tel chapitre du cours. Et de fait, je me retrouve avec des choses qui sont recopiées, mais recopiées, recopiées, sans réflexions utiles. C'est pas un cadeau que je vous fais que de vous autoriser à vous munir de la documentation. Parce que ça veut dire qu'en termes de réalisation du travail, je vais être forcément plus exigeante. Il suffit pas de me cracher le cours. Il suffit pas de me faire un copier-coller de choses que j'ai pu vous dire en cours. Il faut réfléchir, sélectionner. Et il y a forcément une sélection à l'entrée des éléments de connaissance. Il faut même être économe dans votre rédaction parce que vous allez avoir de mémoire 30 lignes. Ce sera sur le sujet, hein. Euh, Vous allez avoir un nombre de lignes limité. La même chose, c'est parce que si je vous laisse open bar sur le nombre de lignes, vous allez tout me reprendre, sans distinction. Alors au final, oui, les éléments de réponse seront là, mais parce que moi, je serai obligée de faire le tri. Je vais me dire, bah oui, les éléments de réponse sont là, mais sauf que c'est pas ordonné, c'est pas réfléchi. Donc pour vous obliger à avoir une réflexion, je vous limite sur le nombre de lignes
Et c'est ce qui doit vous amener à être sélectif. Ne vous dites pas, ça y est, j'ai fait mes 30 lignes, la partie du contrat est réalisée. Non, la partie du contrat, elle est réalisée à partir du moment où vous avez sélectionné l'information. Et n'hésitez pas à gagner des lignes. Ça ne sert à rien de me recopier un article de la Constitution ou de la Déclaration des droits de l'homme. Aucune utilité. Ces articles, je les connais. Je sais ce qu'il y a dedans. Donc, vous pouvez vous contenter de citer le numéro de l'article sur lequel vous vous appuyez pour expliquer pourquoi ça a son intérêt. D'accord? Donc voilà, il y a un travail de réflexion important et en 1 heure, ça va très vite. D'accord? Donc n'hésitez pas à utiliser votre brouillon pour jeter vos idées, mais une fois que les idées sont jetées, pensez à les organiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant de passer sur votre copie, ben, vous devez faire un tri. Donc vous allez barrer les choses qui vous semblent finalement inutiles et à ne pas utiliser. Et puis vous allez mettre peut-être des petits numéros. Voilà, je vais commencer par parler de ça, ensuite je parle de ça parce que c'est logique. Et j'évite d'éparpiller le propos. Euh, j'ai interrogé, je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, les licences de l'IPAG sur le contrôle de constitutionnalité des lois de finances. Sujet très très simple. Mais alors là, quelle indigestion. C'est parti dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a quand même une méthode, une rigueur à avoir dans l'enchaînement des idées. Et là, j'en ai certains qui directement, d'emblée, sans même me définir le contrôle de constitutionnalité, sans même me parler des particularités du contrôle de constitutionnalité des lois de finances, directement m'ont parlé de l'épisode de décembre 79. Voilà. Ah bah oui, ça avait lieu d'être, mais peut-être pas au début. D'accord? Donc la même chose, pensez, raisonnez sur l'enchaînement de vos idées. J'exige de la rigueur, de la méthode et de la pédagogie. Voilà. Les sujets, en principe, ne sont pas compliqués. D'accord? De mémoire, pour l'épreuve d'1 heure, j'indique dans le sujet, puisque maintenant c'est bon, ils sont arrêtés, que vous avez plusieurs options pour me présenter les choses. D'accord? Soit vous faites de la littérature, soit vous pouvez passer par un tableau. Voilà. Je vous donne juste ce seul indice-là. Mais ça veut dire que, voilà, il faut bien être carré sur la présentation. Est-ce que vous avez des questions sur l'examen? Principe, dans le plan, je termine avec les conseils pour l'examen, mais comme on en a déjà beaucoup parlé et que j'ai repris aujourd'hui en débutant avec cela, tout à l'heure, je ferai l'impasse. Pas de questions, en principe, tout est opérationnel. On va pouvoir s'engager sur notre paragraphe 3. Je vous indique que je ne vous accorde pas de pause aujourd'hui. On déroule. Quand c'est terminé, je vous lâche. D'accord? On est sur un paragraphe entièrement dédié à la technique d'adoption des lois de finances. Il est intitulé L'amélioration du processus décisionnel législatif. L'amélioration, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça signifie que on avait un cadre juridique préétabli avec l'ordonnance de 59, bien évidemment qui visait à transposer les quelques lignes issues de l'article 47 de la Constitution. Et avec la LOLF, on a souhaité améliorer le cadre juridique. Pour ce faire, 2 paragraphes à étudier. Le premier, nous allons étudier dans les grandes lignes les modalités de vote de la loi de finances telles qu'issues de la LOLF, en opérant un complément, une comparaison avec le contenu de l'ordonnance de 59 pour voir dans quelle mesure il y a eu de l'amélioration. Et enfin, on finit en apothéose avec le grand B sur la rénovation du pouvoir d'amendement des parlementaires. Il y a même un titre alternatif où la Constitution, entre guillemets, interprétée par la loi organique. Et pour l'ensemble de ces développements, si ce que je vous explique ce matin, c'est un petit peu rude, vous avez la possibilité de vous rattraper avec 2 épisodes qui ont été entièrement consacrés à ces sujets. Alors, l'amélioration des modalités de vote de la loi de finances. On va faire ici aussi voiture-balai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dont je vous ai déjà parlé. Et vous vous souvenez, parce que ça a sa place ici totalement, ça fait partie des questions qui m'ont été posées. Je n'ai pas débuté par ça ni la semaine dernière ni la semaine d'avant parce que voilà, les éléments de réponse arrivaient ici. Mais ici prennent place
les développements concernant le chaînage vertueux dont je vous ai parlé il y a quelques semaines maintenant et que je vais reprendre ici, puisque, a priori, ça nécessite un complément d'explication. Il est question, depuis la LOLF, d'établir un lien entre les exercices budgétaires. On a un calendrier, vous le connaissez bien maintenant. Il débute au premier mardi d'octobre. La date peut donc varier en fonction des années, mais c'est toujours le premier mardi d'octobre, avec un délai de 70 jours répartis entre l'Assemblée nationale, 40 jours, et le Sénat, 15 à 20 jours, selon que l'on lit la Constitution ou le texte organique. Voilà, je vais vite, en principe, tout ça, ça a déjà été pris en note. On est sur l'idée que dans le cadre de l'ordonnance de 59, puisque là, sur ce point, ces règles n'ont pas changé, ce calendrier était déjà celui appliqué avec l'ordonnance de 59, on est sur l'idée que lorsque ce calendrier était strictement appliqué, les parlementaires n'avaient connaissance des perspectives budgétaires de l'État qu'à partir de l'automne. On a considéré que c'était tardif et qu'il fallait pouvoir anticiper. Afin de permettre aux parlementaires d'avoir une connaissance leur permettant d'avoir des échanges plus constructifs avec le gouvernement pour l'élaboration du projet de loi de finances. C'est ce que l'on a rappelé la semaine dernière, puisque les outils sur lesquels je me suis arrêtée ont tout leur intérêt ici. On a parlé bien évidemment de l'apparition, la consécration avec la LOLF du débat d'orientation budgétaire, devenu débat d'orientation des finances publiques, qui a évolué également. On a parlé des questions parlementaires spécifiques dédiées à la matière budgétaire avec les dates butoirs du 10 avril et du 10 juillet et du 10 octobre. Et tout ça, ça nous donne un calendrier qui a conduit, qui a permis aux parlementaires d'être informés dès le printemps des orientations budgétaires. Dans le même temps, ça c'est pour loi de finances à venir, loi de finances initiale à venir. Dans le même temps, avec la LOLF, on a voulu également améliorer le cadre juridique d'adoption des lois de règlement, d'examen des lois de règlement. Désormais, loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes. Et vous avez en tête la date butoir qui est fixée pour le dépôt du projet de loi relatif aux résultats. Cette date butoir, la dernière en date, telle qu'issue de la dernière révision du texte organique, c'est celle du 1er mai. Attention, dans les ouvrages, qui sont plus ou moins anciens sur lesquels vous travaillez, peut-être verrez-vous apparaître la date du 1er juin. C'était la date initialement prévue par la LOLF en 2001, et c'est cette date que l'on a fait évoluer, qui permet de raccourcir encore les délais, puisque avec la LOLF, le gouvernement avait donc 5 mois pour clôturer les comptes, il n'en a désormais plus que 4. Et sur ce point, la LOLF a significativement amélioré le cadre d'examen de ces lois d'approbation des comptes, puisque je vous rappelle que dans l'ordonnance de 59, la date butoir qui était fixée pour le dépôt du texte, c'était le 31 décembre de l'année suivante. Là également, grosse évolution sur le dépôt du texte, au-delà du calendrier, sur le cadre juridique d'examen. Avec l'ordonnance de 59, c'était dépôt du projet de loi sur le bureau des assemblées parlementaires pour le 31 décembre, et le cadre juridique s'arrêtait là. Avec la LOLF, on a réduit ce délai, mais on a surtout introduit ce que l'on a appelé, lorsqu'on l'a évoqué ensemble, ce fameux chaînage vertueux. Le chaînage vertueux,
conduit à imposer l'examen du projet de loi portant approbation des comptes avant que le gouvernement ne se prononce sur la loi de finances de l'année à venir. Souvenez-vous, j'avais juxtaposé les exercices avec vous, n, n-1, n plus 1. Et dans les faits, donc, depuis la LOLF, il est prévu, je prends un exemple concret, on va prendre l'exemple de l'année 2010. On est dans le courant de l'année 2010, on a déposé sur le bureau des assemblées parlementaires le projet de loi de finances pour l'année 2011. Les parlementaires n'ont la possibilité d'examiner ce projet de loi de finances pour 2011 qu'à partir du moment où ils se sont prononcés par un vote sur la loi à l'époque de règlement concernant l'exercice 2009. Voilà, l'enchaînement, il est sur 3 ans. On est sur une année de référence et on ne peut examiner la loi de finances de l'année à venir tant qu'on n'a pas demandé aux parlementaires de se prononcer par un vote sur la loi de règlement de l'exercice écoulé. Ne vous trompez pas dans l'enchaînement des exercices parce que bien évidemment, sinon ça n'a plus aucun sens. Et sachez-le, c'est donc un enchaînement cyclique qui se reproduit d'année en année. Quelle est l'idée d'imposer ainsi l'examen du projet de loi de règlement de l'exercice écoulé? Eh bien, c'est de permettre aux parlementaires, alors qu'ils vont se prononcer sur l'exercice N plus 1, alors qu'ils vont examiner le projet de loi de finances de l'exercice N plus 1, eh bien, c'est de le faire en toute connaissance de cause, puisqu'ils auront eu sous les yeux le projet de loi de règlement, ils auront donc eu sous les yeux les résultats de l'exercice écoulé. Ce chaînage vertueux a été inscrit dans la LOLF à l'article 41. Et attention, bien évidemment, au vocabulaire employé. Maintenant que vous êtes opérationnel sur l'épisode de décembre 79, vous êtes en capacité de porter le raisonnement juridique permettant de comprendre la portée de l'article 41. Dans l'article 41, on vous dit bien que le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes. Voilà, c'est littéralement ce que je viens de vous décrire au travers du schéma que j'ai essayé de vous mettre ici en évidence. Et on garde à l'esprit que le verbe qui est employé à l'article 41, c'est bien le verbe voter. On se souvient de l'épisode de décembre 79. Je vous rappelle que cet épisode a donné lieu à une traduction dans la LOLF. C'est l'article 42 qui est juste en dessous. D'accord? Donc on est vraiment côte à côte. Dans l'article 42, je vous rappelle qu'on a modifié le verbe. La première partie doit être adoptée avant que l'Assemblée parlementaire n'examine la deuxième partie. C'est ce qui avait donné lieu à la censure totale de la loi de finances pour 1980 pour vice de procédure. Et là, on est sur l'article 41 juste au-dessus. Il n'y a donc vraiment aucune ambiguïté. On a bien employé le verbe voter. Le projet de loi clôturant les comptes doit être voté avant que le Parlement n'engage la discussion sur le projet de loi de finances de l'année à venir. Ça suppose qu'on puisse admettre qu'à l'issue de l'examen du projet de loi de règlement, ce projet soit rejeté. Et je vous signale que c'est d'ailleurs le cas depuis ces 3 dernières années. Ces 3 dernières années, il n'y a pas encore eu de clôture des comptes, parce que pour l'exercice 2024, pour l'exercice 2023 et pour l'exercice 2022, le projet de loi de clôture des comptes a été rejeté par les parlementaires. Donc nous n'avons pas de loi portant approbation des comptes pour les 3 derniers exercices pleins.
au niveau du déclenchement de la procédure d'examen du projet de loi de finances de l'année à venir, ça ne pose pas de problème. La seule chose qu'on a voulu faire, et c'est à dessein qu'on a donc employé le verbe voter dans l'article 41, c'est de s'assurer que les parlementaires aient connaissance du texte, aient connaissance du contenu du texte. Très clairement, si je dépose un texte sur le bureau des assemblées parlementaires, et si je n'impose rien de plus, rien ne dit que le texte va aller au-delà du bureau de l'Assemblée parlementaire. Rien ne dit que les parlementaires vont être rendus destinataires de ce projet de loi. Le seul moyen que l'on a, en termes de procédure, de s'assurer que les parlementaires ont bien eu connaissance du sujet, si tant est qu'ils fassent leur partie du travail, bien évidemment, c'est de s'assurer que le texte soit inscrit à l'ordre du jour et soit examiné par les parlementaires. C'était ça l'objectif. Et on n'avait d'ailleurs surtout pas intérêt à prévoir une adoption au lieu d'un vote du projet de loi portant règlement des comptes. Imaginez si on avait prévu, si on avait obligé les parlementaires à adopter N-1 avant de se prononcer sur N+1. Et ben là, vous mettiez un noyau, voilà, un très très gros grain de sable dans la procédure, parce que là, pour le coup, c'est le principe d'annualité qui ne pouvait plus être respecté, puisqu'on se serait forcément trouvé confronté à des situations au terme desquelles les parlementaires auraient pu effectivement rejeter, comme ils l'ont fait sur ces 3 dernières années, le texte. Le texte n'ayant pas été adopté, les parlementaires se seraient trouvés dans l'impossibilité d'examiner le projet de loi de finances suivant, sauf à imaginer que le gouvernement utilise les outils à sa disposition et, par exemple, fasse passer le texte au moyen d'un 49 alinéa 3. D'accord? Donc voilà, l'intérêt ici, c'est de cibler quel était l'objectif. L'objectif, ce n'était pas de miner la situation, ce n'était pas d'empêcher l'adoption de la loi de finances de l'année suivante. L'objectif, c'était juste de s'assurer que les parlementaires aient été informés des résultats de l'exercice N-1 pour pouvoir voter en toute connaissance de cause. Voilà, ça c'est quand même la grosse nouveauté introduite par la LOLF, ce chaînage vertueux, avec l'idée de redorer un petit peu l'intérêt de cette loi portant approbation des comptes. C'était l'objectif également affiché, redorer l'intérêt de cette loi portant approbation des comptes. Est-ce que l'objectif est atteint? Oui et non. J'ai envie de dire tout dépend des exercices. Ce qui est certain, c'est que là, on a quand même renouvelé le genre sur les 3 dernières années avec le rejet du texte. Ce qui marque bien la volonté des parlementaires de signaler leur désaccord avec la manière avec laquelle le gouvernement a pu exécuter les lois de finances. Alors, on déroule le calendrier. Vous gardez à l'esprit, hein, on a effectivement ce schéma qui se déroule. Au printemps, on a le dépôt de ce rapport qui permet d'éclairer les parlementaires. Le 10 juillet, on a les questions. Premier mardi d'octobre. 10 octobre, les réponses apportées dans 80% des cas, même s'il y a une déperdition. Et ensuite, on a la computation des délais en fonction, et vous voyez que les dates peuvent évoluer si vous avez suivi un petit peu ça dans l'actualité. La dernière date retenue pour être dans les clous de la procédure, ça a été le 23 décembre, ciblé. D'accord? Bien évidemment, à cela s'ajoutent les outils dont dispose le gouvernement. Alors, pour s'assurer du vote du texte, on a eu sur les 2 dernières années l'usage du 49 alinéa 3 de manière systématique pour les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. Vous avez suivi l'actualité comme moi? Sébastien Lecornu qui décide de renoncer au 49 alinéa 3. Les parlementaires qui, dans un premier temps, étaient tout contents en disant enfin, sauf que très probablement une stratégie derrière tout cela. C'est-à-dire que là, du coup, les parlementaires se retrouvent devant leurs responsabilités. Il n'y aura pas de 49 alinéa 3, mais si vous voulez qu'un budget soit adopté dans les délais,
Et si vous voulez véritablement, en tant que parlementaire, être moteur sur le sujet, il va falloir effectivement vous mettre d'accord. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ne se sont pas mis d'accord. Et au final du tout, la semaine dernière, fin de semaine dernière, vous avez vu, ils nous ont même rejeté le texte. Il n'y a qu'une voix qui a voté sur la première partie. La première partie ayant été rejetée, épisode 79, là, on a une certitude, l'Assemblée nationale ne peut pas se prononcer, ne peut pas examiner valablement la deuxième partie, puisque elle ne peut pas l'adopter après la première partie. Voilà. Vous êtes spectateur, comme moi, de ce qui se passe. Et forcément, les journalistes sont remontés au taquet. Question qui m'a été posée hier. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? J'ai eu plusieurs cas de figure. Bah, tous les scénarios n'ont pas été envisagés, sachez-le. Le texte a été écrit pour sa base initiale en 1958. On y a apporté quelques retouches en 2001. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas pris en considération. La question m'a été posée, voilà, si le gouvernement décide de passer par voie d'ordonnance, ce qui est une option qui est sur la table. Sauf que là, on a quand même une expression qui vient d'être formulée. C'est dans l'hypothèse où le Parlement ne s'est pas prononcé dans les délais. Mais est-ce que ce sont les deux assemblées ou alors est-ce qu'on prend en considération uniquement que l'Assemblée nationale? Là, le texte n'est pas limpide sur le sujet, donc il y a des interrogations. Et là, vous êtes dans le même cas de figure que 79. Il y a des vides juridiques, il y a des choses qui n'ont pas été pensées. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que le gouvernement prenne quelques libertés. La question m'a été posée, est-ce que, avec l'ordonnance, le gouvernement, finalement, quel projet de loi il met en œuvre? Si on lit littéralement l'article 47 de la Constitution, ça semble être le projet de loi dans sa version première déposé sur le bureau des assemblées parlementaires. Est-ce que ça veut dire que techniquement, le gouvernement ne peut pas s'autoriser à retenir dans ce projet de loi qu'il mettrait en œuvre par ordonnance peut-être les amendements les plus consensuels présentés par les parlementaires? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en définitive, à partir du moment où il y a une consensus politique sur un certain nombre de sujets. On ne voit pas comment les juges éventuellement saisis, alors pas le Conseil constitutionnel puisque c'est une ordonnance, mais on imagine mal le Conseil d'État qui a quand même été très consensuel l'année dernière dans son avis. Si vous avez déjà un petit peu travaillé sur le sujet, si vous avez été rechercher l'avis sur lequel notamment cet article s'est appuyé à la RFDA que je vous ai épinglé, le Conseil d'État est quand même assez souple sur un certain nombre de sujets. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis que la loi de finances spéciale de l'année dernière puisse aller au-delà de ce que l'on pouvait considérer comme étant le contenu a priori d'une loi de finances spéciale. Si on lit l'article 45 de la LOLF, la loi de finances spéciale, c'est l'article par lequel le gouvernement est autorisé à percevoir les impôts. Finalement, la loi de finances spéciale, on se nourrit de ce qui s'est passé l'année dernière, validée par le Conseil constitutionnel qui n'y a rien trouvé à redire. La loi de finances spéciale de l'année dernière, ça n'était pas un, mais quatre articles. Un article pour autoriser le gouvernement à percevoir les impôts, un article pour autoriser l'État à recourir à l'emprunt, parce qu'il faut une autorisation accordée par le Parlement pour recourir à l'emprunt. À l'époque, lorsqu'on a pensé les lois de finances spéciales en 1959, le financement par l'emprunt n'était pas quelque chose de récurrent, n'était pas quelque chose d'indispensable. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sans emprunt, on ne finance même pas certaines dépenses de personnel. Donc aujourd'hui, c'est devenu un incontournable comme la fiscalité. Donc, il était probablement logique l'année dernière de penser différemment la loi de finances spéciale et d'y ajouter cet article concernant effectivement la possibilité pour l'État de recourir à l'emprunt. Et on y a ajouté un troisième article pour faire la même chose pour la sécurité sociale et autoriser l'ACOS, l'organisme en charge de la sécurité sociale, à recourir à l'emprunt. Et enfin, on a ajouté un dernier article pour permettre le versement aux collectivités territoriales, notamment des prélèvements sur recettes, des dotations dont elles ont besoin pour fonctionner. Donc on a finalement, et gardez bien à l'esprit, voyez bien,
parce que parfois c'est un petit peu difficile à expliquer aux journalistes, euh, dans une loi de finances, il y a le noyau dur, c'est effectivement le budget de l'État, mais une loi de finances, ce sont également de nombreuses dispositions concernant les finances publiques. L'autorisation de percevoir les impôts, quel que soit le bénéficiaire, c'est le législateur qui le donne dans la loi de finances. Il ne le donne pas dans la loi de financement de la sécurité sociale. C'est pas utile, ça a déjà été fait dans la loi de finances. Et cette autorisation, elle permet également de recouvrer les impôts locaux. Donc le champ d'intervention de la loi de finances, ce n'est pas que le budget de l'État. Ce sont des dispositions également concernant les finances publiques, la sécurité sociale, les collectivités territoriales. Pour ces dernières, les règles concernant le versement des dotations, comment on calcule. Les règles de calcul, vous le savez, peuvent évoluer d'une année sur l'autre, ne serait-ce que pour tenir compte des évolutions démographiques ou du potentiel fiscal des collectivités territoriales, leur richesse, d'accord? En fonction, les collectivités ne perçoivent pas les mêmes dotations. Et c'est ce qui a permis d'assouplir un petit peu le sujet l'année dernière. On pouvait peut-être avoir une vision assez stricte du contenu possible d'une loi de finances spéciale. Aujourd'hui, on le sait, c'est pas inscrit dans le texte, mais la utilité de la décision du Conseil constitutionnel qui a été saisie sur le sujet, qui est venu dire oui, une loi de finances spéciale peut aller au-delà de ce seul article autorisant le gouvernement à percevoir les impôts. Et là, vous êtes exactement dans le même esprit que 1979. On a dû faire face à un certain nombre de paramètres non pris en compte initialement et qui, très probablement, à l'occasion d'une révision ultérieure du texte, vont conduire peut-être soit à modifier l'article 47, soit de la Constitution, soit à modifier l'article éventuellement 45 de la LOLF, puisque c'est lui qui fixe le cadre juridique d'adoption de ces lois spéciales. Alors, la question m'a été posée également hier, est-ce qu'on peut faire aussi une loi de finances spéciale pour la sécurité sociale? Alors, deux petits mots pour expliquer la différence entre une loi de finances et une loi de financement, hein, quand même. Et ensuite, dire, ben non, c'est pas prévu par les textes. Dans le texte, qu'est-ce qu'on a à disposition pour le financement de la sécurité sociale? On a le 47-1. Dans le 47-1, on vient dire, on a fait, je vous ai dit, quasiment un copier-coller du 47. On peut passer par une ordonnance pour mettre en œuvre le cadre budgétaire de la sécurité sociale. Mais vous lisez le texte organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale, vous n'y trouvez pas de procédure d'urgence, de procédures accélérées comparables à l'article 45 de la LOLF. Il n'y a pas de loi de finances spéciale, il n'y a pas de loi de financement spéciale, il n'y a pas de loi de financement partiel pour la sécurité sociale. Donc la seule option sur la table, c'est effectivement une ordonnance. La question pourrait se poser, est-ce que ça pourrait être utile d'imaginer des lois de financement spéciales pour gérer ce cas de figure? On verra ensemble comment se pratique le déroulé de ce mois de décembre. Il y aura forcément des choses qui pourront enrichir encore cette partie du cours et qui me permettront très probablement, parce que là, ce que je suis en train de vous expliquer, l'année dernière, c'était pas possible. J'ai pas eu le même discours avec les étudiants l'année dernière, puisque la loi de finances spéciale, elle date de décembre, les cours étaient déjà terminés. D'accord? Là, aujourd'hui, je peux en rajouter de manière supplémentaire. Et là, on a effectivement une illustration concrète très intéressante sur le sujet. Cette année, j'aimerais bien qu'on passe par une ordonnance, mais je dois vous avouer que j'ai un petit doute quand même. D'accord? J'imagine plutôt une loi de finances spéciale à ce stade. D'accord? Mais c'est vrai que voilà, j'aurais bien aimé avoir une petite illustration concrète, parce que là, pour le coup, j'ai rien à dire sur le sujet, si ce n'est qu'effectivement, là, cette année, on s'est beaucoup posé la question de l'ordonnance, ordonnance qui n'était pas du tout d'actualité l'année dernière. D'accord? Il n'y avait pas de discussion sur le sujet. Voilà, vous avez les explications. Alors, il y a matière, si je puis dire, à dresser finalement un schéma, mais je pense que vous l'avez bien en tête. Je ne pense pas qu'il soit utile que je passe au tableau pour ça. Vous êtes capable de tracer une ligne, un calendrier, de distinguer n, n-1, n plus 1, de placer le chaînage vertueux
avec effectivement le dépôt pour le 1er mai du projet de loi concernant l'exercice écoulé. Dans le même temps, on a cette discussion pour l'exercice à venir. Souvenez-vous, hein, on a anticipé avec nos questions parlementaires pour le 10 juillet. Vous y ajoutez le déroulé de la procédure d'adoption de la loi de finances initiale suivante, qui débute au 1er mardi d'octobre. Vous y positionnez le 10 octobre, les retours de réponse. Vous y positionnez le délai de 70 jours. Vous y positionnez les 10 et les 20 décembre, puisqu'on a possibilité de déposer une loi de finances spéciale pour le 19 décembre et une loi de finances partielle pour le 11 décembre. Et vous savez que ce calendrier n'est pas figé. On a déjà l'épisode de 79 qui l'illustre. On a l'épisode de l'année dernière qui l'illustre également, puisqu'on a adopté une loi de finances spéciale, pas forcément selon le cadre juridique initialement prévu, et on aura à y ajouter possiblement l'expérience de cette année. D'accord? Et vous êtes comme moi spectateur, c'est-à-dire que comme en 79, vous n'étiez pas né, comme l'année dernière, vous avez vu vivre le texte constitutionnel et le texte organique. Et là, aujourd'hui, ce que je n'ai pas forcément fait avec les étudiants l'année dernière, aujourd'hui, on est déjà capable d'en tirer des enseignements et de dire, voilà, si on devait tirer juridiquement parlant les enseignements de cet épisode de l'année dernière, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà quels éléments du texte constitutionnel, organique, on pourrait toucher. Et au mois de janvier, lorsque vous serez à l'examen, si je vous interroge là-dessus, vous devrez être en capacité de tirer les enseignements de ce qui se sera passé au mois de décembre et de me dire, voilà, on a constaté tels et tels éléments, voilà ce que ça nous laisse suggérer, envisager, et voilà les propositions qu'on peut faire. Voilà pour les premiers éléments. Maintenant, on en vient au positionnement même. Voilà, on a la loi de finances qui a été déposée sur le bureau des assemblées parlementaires. Et on va voir comment le texte est examiné. Vous connaissez déjà la première clé d'entrée. La première partie doit être adoptée avant la deuxième partie. Vous avez bien maintenant à l'esprit, de manière caricaturale, si je puis dire, le contenu de la première et de la deuxième partie. La première partie, les recettes, la deuxième partie, les dépenses. La première partie, l'article d'équilibre, et l'article premier, l'expression du consentement à l'impôt. On a organisé les débats de manière à s'assurer que le délai de 70 jours soit respecté. Vous avez compris qu'il ne l'était pas forcément. Sur le principe, on s'attend à ce que les délais fixés, 40 jours, 15 à 20 jours, soient respectés, avec l'idée que, et voyez ce qui s'est passé, le gouvernement puisse prendre la main alors que le délai est expiré, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas systématiquement. On a eu des années où on est allé au-delà du délai de 40 jours pour l'Assemblée nationale pour les lois de finances, au-delà du délai de 20 jours pour les lois de financement de la sécurité sociale, sans que cela pose de problème. Il y a donc possiblement une volonté politique de rassembler un certain nombre de conditions qui permettraient d'activer certains outils prévus par la Constitution ou le texte organique. Parce qu'il n'était pas forcément nécessaire de couper immédiatement l'herbe sous le pied. On pouvait peut-être se permettre de leur accorder quelques jours supplémentaires. D'accord? Vous avez même vu passer, si vous suivez, si vous êtes abonné au Bon Compte, une semaine, 10 jours de cela, parlementaires qui réclamaient à corps et à cri de pouvoir examiner le texte durant le week-end. Et le gouvernement qui leur a dit, mais non, vous n'avez pas travaillé ce week-end, on se retrouve lundi. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez récupérer, hein, au-delà de ce que je vais résumer aujourd'hui. Alors, le texte arrive sur le bureau des assemblées parlementaires. Aujourd'hui, pour qu'un texte soit adopté, ça nécessite au niveau de chacune des deux assemblées, on va dire une petite soixantaine de votes. C'était une bonne centaine avec l'ordonnance de 59. Vous vous souvenez, ici, il faut rapatrier bien évidemment les contingences du principe de spécialité budgétaire. On a tout organisé depuis l'ordonnance de 59, en passant par une combinaison unité de vote
unité de spécialité pour que le délai de 70 jours puisse être respecté. Parce que si on était resté à unité de vote égale unité de spécialité, on n'était pas en capacité de faire voter au niveau de détail, qu'est le programme ou la dotation. Antérieurement, vous vous souvenez, c'était le chapitre. On a donc mis en place ce système et on a prévu, on a introduit ce dont je vous ai déjà parlé, mais sur lequel je reviens, c'est la justification au premier euro. Alors, on commence par examiner les recettes. On reverra tout à l'heure, dans le deuxième paragraphe, le pouvoir d'amendement en lien. Qu'est-ce que peuvent faire les parlementaires lorsqu'une disposition concernant une recette leur est soumise? Dans quelle mesure ils peuvent augmenter ou diminuer la recette publique? On se posera également la question, ce sera également l'objet du grand B, la même chose pour la dépense, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut augmenter, diminuer? Là, on a un cadre juridique qui est relativement verrouillé et qui s'appuie notamment sur l'article 40 de la Constitution que vous avez probablement déjà étudié de vos cours de droit constitutionnel. Je vais essayer de m'appuyer un petit peu là-dessus pour illustrer le propos. Indépendamment de ce point sur lequel on reviendra, la nouvelle architecture budgétaire retenue avec la LOLF conduit à examiner les dépenses de l'État, donc deuxième partie, par mission. Et dans le cadre de chaque mission, depuis la LOLF, les parlementaires sont autorisés à discuter des crédits qui ont été demandés par les responsables de programme dès le premier euro demandé. C'est ce que l'on appelle, ce que je vous avais signalé comme étant la JPE, la justification au premier euro, également appelé le budget base zéro. C'est là que je vais passer au tableau, que je vais vous faire un petit schéma sous forme de camembert pour vous expliquer comment étaient votées les dépenses, étaient examinées les dépenses dans le cadre de l'ordonnance de 1959. Et pourquoi, avec la LOLF, on a fait évoluer le cadre juridique d'adoption de cette partie du texte financier. Le propos repose sur deux notions qui sont issues de l'article 47 de la Constitution. Ces notions sont les suivantes. On va parler de services votés et on va parler de mesures nouvelles. Parce que techniquement, on a estimé qu'on pouvait raisonner dans le cadre du budget de l'État en distinguant les services votés des mesures nouvelles. Les services votés, c'est quoi? Alors, souvenez-vous, on est dans le cadre de l'ordonnance de 59. Souvenez-vous, paragraphe 2 de ce chapitre, on est sur l'idée d'un budget de moyens, pas un budget de résultat, on est sur un budget de moyens. Et la notion de service voté, elle présente des crédits que l'on estime incompressibles. Présentation de crédits, pardon, signalés comme étant incompressibles. C'est-à-dire, voilà, la loi de finances, dans le cadre de l'ordonnance de 59, elle était présentée de telle manière qu'à un moment donné, on mettait les parlementaires devant un fait accompli. On venait leur expliquer, voilà, pour faire fonctionner l'État, on a besoin d'autant. Et sous-entendu, ce autant, ce n'est pas négociable. C'est-à-dire que si vous ne nous donnez pas cet argent, l'État ne peut pas continuer. Il n'y a pas de continuité dans les activités de l'État. Par opposition, on a distingué dans ces crédits les mesures nouvelles, c'est-à-dire des crédits nouvellement demandés pour la réalisation de certaines actions. Des crédits nouvellement demandés pour la réalisation de certaines actions. Très souvent, et surtout à l'époque, on ne rencontrait pas, début
des années 60, 70, où on ne rencontrait pas les difficultés que l'on a rencontrées à partir des années 70, euh, très souvent, le montant consacré aux mesures nouvelles était déduit du montant des recettes perçues par l'État. Voilà, il suffisait de faire une règle de calcul, on a autant en caisse, il faut qu'on finance nos services votés, il nous reste autant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça nous permet de financer telle et telle politique publique nouvellement envisagée par l'État? Voilà comment a été pensée la distinction entre les services votés et les mesures nouvelles dans l'article 47. J'insiste, ça a bien été inscrit de telle manière dans l'article 47. Et si vous lisez cet article 47, vous verrez qu'on n'y a pas touché à ces notions. Ces notions existent toujours aujourd'hui et elles permettent effectivement de faire voilà, la différence, de départager, d'apprécier les évolutions budgétaires en disant voilà, on a consacré globalement autant, et puis à un moment donné, par des évolutions diverses et variées, on est passé quand même, on est passé d'un état gendarme à un état providence, on a donc investi d'autres champs en termes de politique publique, et finalement on en arrive là aujourd'hui avec la compréhension des notions telles que je viens de vous les décrire. Pourquoi je fais ce détour par ces notions? Parce que pendant longtemps, et en tout cas jusqu'à la LOLF, elles ont permis d'organiser elles ont permis d'organiser le cadre juridique d'adoption des lois de finances. Alors, le schéma, c'est sous forme de camembert. Imaginez un camembert qui représente la totalité de mes dépenses dans le cadre du budget de l'État. Dans cette enveloppe, je suis donc en mesure, de ce que je viens de vous en dire, de distinguer les services votés et les mesures nouvelles. En pratique, on a tiré des conséquences en termes d'organisation de ce débat en estimant que les services votés étant des dépenses incompressibles, il n'y avait pas d'utilité à ce que les parlementaires y passent trop de temps. Et donc, on en a tiré des conséquences en termes de vote, c'est-à-dire qu'on a estimé que, puisque les parlementaires n'avaient pas voix au chapitre pour les services votés, fâcheuse tendance à ce que les mesures nouvelles d'hier devenaient les services votés du lendemain. D'accord? C'est-à-dire c'est comme ça aussi qu'on explique comment le montant des dépenses de l'État ont progressé au regard des chiffres qu'on a eus sous les yeux avec le fascicule chiffré de l'augmentation constante des dépenses de l'État. D'accord? Ça, c'était une fâcheuse, un biais. Les mesures nouvelles d'une année devenaient assez facilement les années suivantes des services votés. Et donc, par effet cliquet, on ne faisait qu'accentuer, qu'augmenter le montant des dépenses relevant des services votés. Je reviens sur la technique. On tire les conséquences du fait que les parlementaires n'ont pas la possibilité de négocier le montant des services votés en prévoyant un vote unique sur la somme des services votés. Voilà. Allez, on se débarrasse du sujet. On dit aux parlementaires, c'est pas négociable. Les parlementaires, devant le fait accompli, un vote, on approuve, on rejette. Vous avez compris que l'Assemblée nationale, pendant longtemps, a approuvé systématiquement le montant de ces services votés. Et finalement, dans le cadre toujours de l'ordonnance, imaginez que les parlementaires n'ont retrouvé la possibilité de discuter des dépenses de l'État que pour les mesures nouvelles. Les parlementaires, pendant longtemps, n'ont recouvré la possibilité de discuter les dépenses de l'État qu'au niveau des mesures nouvelles. Alors, sur le principe, pourquoi pas? Si effectivement
Ça permet de concilier le tout avec le principe d'annualité et de s'assurer que la loi de finances soit adoptée dans les délais. Pourquoi pas? Le problème, c'est lorsque l'on confronte cette théorie à la pratique et lorsque l'on confronte aux chiffres que représentent respectivement les services votés et les mesures nouvelles. Dans le cadre de l'ordonnance de 59, voilà ce que représentaient respectivement services votés et mesures nouvelles. Ici, on est sur les mesures nouvelles. Voilà, en fonction des années, les mesures nouvelles ne représentaient que de l'ordre de 5 à 10% des dépenses de l'État. Donc là, ce qu'il faut comprendre de mon propos, c'est qu'en matière de dépenses, ça pouvait aller très vite, puisque par un vote, les parlementaires étaient amenés à acquiescer de l'ordre de 90, voire 95% des dépenses de l'État. Acquiescement de l'ordre de 90, voire en fonction des années, 95% des dépenses de l'État. Et ils ne retrouvaient de marge de négociation, de discussion, que sur 5 à 10% du budget de l'État. Voilà comment on a fait du parlementarisme rationalisé puissance 10 en matière budgétaire. Je vous l'avais déjà indiqué, j'avais planté le décor, ici vous en avez l'illustration. Et ça s'ajoute à tout ce qu'on a pu dire au cours des séances, lorsqu'à chaque fois je vous ai titillé sur le parlementarisme rationalisé, en vous renvoyant à vos connaissances de droit constitutionnel et en vous indiquant qu'en matière budgétaire, ce parlementarisme rationalité, c'était puissance 10. Là, vous en avez une nouvelle illustration. Les parlementaires se voyaient donc confisquer leur pouvoir de discussion. La LOLF a essayé de mettre un terme à ce biais. C'est là qu'apparaît la JPE, puisque désormais, les parlementaires ont la possibilité au niveau des dépenses de discuter des crédits, quelle que soit leur classification, qu'il s'agisse de mesures nouvelles ou de services votés. Les notions existent toujours, puisqu'elles sont inscrites dans la Constitution, on n'a pas révisé la Constitution, c'était d'ailleurs pas nécessaire. Les notions en soi ne sont pas problématiques. Ça peut être intéressant de voir les évolutions budgétaires d'une année sur l'autre en distinguant services votés et mesures nouvelles. Ce ne sont pas les notions qui étaient problématiques, c'était leur emploi. C'était le fait qu'on les avait utilisées pour organiser le calendrier budgétaire et pour préciser euh, les modalités de vote de la loi de finances. Donc les notions, on n'avait pas d'intérêt majeur à les supprimer, par contre, on avait un intérêt à modifier le cadre juridique d'adoption. Et donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on est toujours en capacité de présenter les dépenses de l'État en distinguant mesures nouvelles et services votés, mais ces notions ne sont plus utilisées pour organiser les débats parlementaires. Désormais, les crédits sont discutés dès le premier euro demandé. Et vous le voyez apparaître, si vous avez, à ce stade, vous avez peut-être eu la curiosité d'ouvrir un projet annuel de performance. Les papes qui nous étaient très utiles dans le paragraphe 2 de ce chapitre, dans la section 2 de ce chapitre, pour expliquer, pour illustrer les objectifs, les indicateurs permettant de mesurer l'activité de l'administration du point de vue de l'usager, du contribuable, du citoyen. Et si vous avez déroulé un petit peu le pape sur lequel vous êtes penché, vous avez pu voir apparaître, au-delà des tableaux, des développements littéraires, si je puis dire, dans lequel, avec un paragraphe clairement intitulé Justification au premier euro, avec des explications données par le responsable de programme sur la raison pour laquelle les parlementaires doivent se trouver tenus de voter les crédits dès le premier euro demandé. D'accord? Si je compare, dans le cadre de l'ordonnance, ça signifiait en fait que la justification des crédits ne s'opérait qu'à partir du 91e ou 96e euro demandé. Vous voyez qu'en termes de confiscation du pouvoir des parlementaires, c'était quand même relativement significatif.
Et vous voyez que mon propos commence à dériver. J'ai failli dire pouvoir d'amendement des parlementaires, parce que c'est bien de cela dont il est question. Et on va donc s'engager maintenant sur le dernier paragraphe, sur ce grand B consacré à la rénovation du pouvoir d'amendement des parlementaires ou, titre alternatif, la Constitution, entre guillemets, interprétée par la loi organique. Pour ce faire, deux paragraphes, et pour nous aider, vous allez pouvoir vous appuyer sur le document que j'ai laissé à votre intention sur le NT, qui reprend, parfois en extrait, les trois articles sur lesquels on doit s'appuyer pour maîtriser, pour comprendre quelles sont les marges de manœuvre dont disposent les parlementaires pour amender le texte, en dépenses comme en recettes. C'est-à-dire les questions qui se posent ici, voilà, on a le texte qui arrive sur le bureau des assemblées parlementaires, qui est examiné en commission, qui est examiné en hémicycle, et finalement, sur les chiffres, j'entends. Je ne parle pas des autres textes, je parle des chiffres. Dans quelle mesure les parlementaires sont autorisés à toucher à ces montants en dépenses et en recettes? Il faut le savoir, là également, on est sur une innovation de la Ve République. Sous les Troisième et Quatrième République, les parlementaires avaient toute latitude pour modifier le contenu chiffré des lois de finances. Euh, Très souvent d'ailleurs, le contenu de la loi de finances était très 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 éloigné du contenu du projet de loi de finances qui avait été déposé par le gouvernement. Passer ça dans un shaker, et voilà, on se retrouvait à l'arrivée avec des choses qui n'étaient pas du tout prévues, imaginées par le gouvernement en place. Cette compétence, cette latitude a été supprimée avec la Constitution de 1958. Là également, on est sur l'idée d'un parlementarisme rationalisé en matière budgétaire accentué. Et donc, on a encadré ce pouvoir d'amendement au travers de trois articles. D'abord, l'article 40 de la Constitution. Article 40 de la Constitution qui a été doublé par l'article 42 du texte organique en 1959 et avec une ouverture opérée par la LOLF avec son article 47. Donc, vous avez ce support, une page A4 sous les yeux. L'idée pour moi, c'est bien de vous en donner les explications, que vous ne perdiez pas votre attention sur la rédaction de ces articles. Certains vous sont d'ailleurs signalés par extrait, parce que je n'ai pas forcément besoin de l'ensemble de l'article. Et on va donc d'abord s'appuyer sur l'article 40 de la Constitution. Alors, vous suivez, hein, j'ai subdivisé dans le paragraphe. On va d'abord parler de l'article 42 de l'ordonnance éclairée par l'article 40 de la Constitution. Et ensuite, dans le grand B, quand vous me verrez passer vers le 47, c'est qu'on s'achemine vers le grand B, où on va parler de l'article 40 de l'ordre de la Constitution, éclairé par l'article 47 de la LOLF. Et j'ai bien mis dans le titre général interprété entre guillemets, parce que vous allez voir qu'on va se retrouver encore une fois face à une subtilité juridique relativement inattendue. Alors l'article 40 de la Constitution, tout d'abord. Vous le connaissez en principe, de vos cours de droit constitutionnel. On vous l'a présenté comme les irrecevabilités financières qui peuvent être opposées à un texte, euh, proposition de loi et amendement parlementaire. C'est un article qui, s'il cible le financier, ne concerne pas que les textes financiers. Cela concerne les lois ordinaires. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sous les yeux qui m'intéresse? Dans l'article 40, on vient vous dire que les propositions, donc on est bien sur proposition de loi, initiative parlementaire, les propositions et les amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Voilà, ça c'est l'article que vous êtes censé avoir sous les yeux. M'inquiéter à prendre des notes, c'est quand même mâcher le travail, mais bon.
Alors, je vais passer au tableau parce que là, j'ai besoin du tableau pour vous expliquer les choses. On va déjà essayer de mettre sous forme de schéma les options qui sont à disposition du Parlement lorsque, voilà, il a un texte financier qui lui arrive et de savoir dans quelle mesure il va pouvoir toucher au niveau de la charge publique et au niveau des ressources publiques. Alors voilà ce que ça donne. Que vient nous dire l'article 40 de la Constitution? Que les amendements, puisque c'est d'eux dont il est question, puisqu'on parle des lois financières, donc l'initiative vient du gouvernement, dépôt d'un projet de loi, et à la suite, les amendements déposés par les parlementaires, avec l'idée de savoir, effectivement, dans quelle mesure ils vont pouvoir toucher à la fois au niveau des ressources et à la fois au niveau de la charge publique. Et donc, vous voyez, il y a deux notions qui apparaissent. On vous parle des ressources publiques, on vous parle de la charge publique, et on vient vous dire que les amendements qui sont déposés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une diminution des ressources publiques. Donc ça, c'est pas possible. Ou la création ou l'aggravation d'une charge publique. Et donc, en sens inverse, ça, ce n'est pas possible. Voilà la première euh, barrière qui a été placée par la Constitution au pouvoir d'amendement des parlementaires, je vous rappelle, qui était plein et entier sous la 4e République. Avec la 5e République, on met un barrage et on leur interdit de diminuer les ressources publiques, on leur interdit d'augmenter la charge publique. Ça va dans le bon sens, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on veut éviter que, par leurs amendements, le budget de l'État ne s'en trouve alourdi. Euh, avec une doctrine qui a pu accompagner le sujet à l'époque, on a pu reprocher aux parlementaires de l'époque euh, une fâcheuse tendance à inscrire au titre du budget de l'État, euh, dans le cadre de leur niche parlementaire, des crédits qui n'avaient pas lieu d'être au sein du budget de l'État, ce qui leur permettait voilà, de saupoudrer un petit peu de crédits leur territoire sur lesquels, desquels ils avaient été élus. Voilà, une dérive reprochée aux parlementaires sous la 4e et la 5e République, dérive à laquelle on a voulu mettre un terme en fixant cette limite et en leur les empêchant notamment de prévoir des dépenses supplémentaires, puisque c'est ce qu'il faut comprendre ici. À la suite, quelques semaines plus tard, on a donc l'ordonnance du 2 janvier 59 qui prend le relais et qui traduit dans ce texte organique le contenu de l'article 40 de la Constitution. On vient vous dire, vous avez l'article 42 de l'ordonnance sous les yeux, aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté sauf s'il tente à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette. Alors, les termes ne sont pas les mêmes. On parle de ressources publiques, on parle de charges dans l'article 40, on parle de recettes, on parle de dépenses dans le cadre de l'article 42. Sachez-le, là, j'ai déjà fait le coup une fois avec le Conseil constitutionnel, on n'a pas un problème de vocabulaire. C'est-à-dire que les termes ont été considérés comme étant synonymes. Recettes, ressources, charges, dépenses, on parle de la même chose. Donc le vocabulaire employé est différent, mais on a estimé que cela n'était pas significatif juridiquement parlant. Qu'est-ce que vient nous dire l'article 42? Aucun amendement ne peut être présenté sauf s'il tente à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette. Alors on va positionner. On ne parle pas de ressources, mais on parle de recettes.
Bon, j'écris en vert, je ne sais pas si c'est très visible, mais... Et on parle de... Attendez. Et on parle de dépenses. Voilà, on parle de recettes et on parle de dépenses. Et on vient vous dire qu'un amendement peut être présenté, sauf s'il tente à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette. Selon une formulation différente, en réalité, l'article 42 de l'ordonnance dit exactement la même chose que l'article 40 de la Constitution. Il est possible de déposer un amendement, sauf effectivement dans l'hypothèse où on vise une diminution de la dépense, dans l'hypothèse où on vise une augmentation de la recette. Et en vert, c'est donc l'article 42 de l'ordonnance. Je vais le souligner, comme ça, ce sera plus visible que les couleurs que j'ai pu utiliser. Voilà. Donc, aucun amendement, un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tente à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, ou à créer ou à accroître une recette. Voilà. Vous êtes tous d'accord avec le schéma que j'ai positionné au tableau? C'est bon, c'est clair, c'est limpide. Donc, si d'apparence, les textes ne sont pas totalement superposables, en réalité, quand on décrypte ces articles de la Constitution et de l'ordonnance, on n'a aucun doute, ils disent la même chose. On a donc ce parlementarisme rationalisé en matière budgétaire accentué. Ce n'est pas parce qu'on est passé de la 4e à la 5e République qu'on a changé le personnel politique, hein. Il faut savoir que les députés, les sénateurs, euh, les membres de la Chambre basse et de la Chambre haute de la 4e République se retrouvent dans les premières années de ces assemblées de la 5e République. Et donc, eux, voilà, ils vivent de plein fouet, si je puis dire, cette évolution. Ils avaient toute latitude, une liberté extrême dans le contenu de la loi de finances, et du jour au lendemain, on vient les brider et on leur impose ce cadre juridique où ils n'ont plus la possibilité que de diminuer la dépense ou d'augmenter la ressource publique. Encore une fois, comme je le disais il y a quelques minutes, ça va dans le bon sens. L'idée, c'est de contenir le budget, d'éviter des biais tels que je vous les ai décrits il y a quelques instants. Alors, il faut le savoir, si je vous parle de voilà, cette reproduction dans le temps des personnalités, en tout cas pendant quelques années, il faut savoir que les parlementaires ont très mal vécu. Ceux de la 4e, qui étaient toujours parlementaires sous les débuts de la 5e, ont très mal vécu cette évolution du cadre juridique dans l'exercice de leur pouvoir d'amendement. Et en 1976, la fronde est venue du Sénat. Le Sénat a procédé à une modification de son règlement intérieur. Je vous rappelle que les règlements intérieurs des assemblées parlementaires, comme les textes organiques, sont soumis obligatoirement au contrôle du Conseil constitutionnel. Donc, on va avoir une décision du Conseil constitutionnel sur le sujet. Et au niveau du Sénat, pardon, on a imaginé un moyen d'appliquer différemment les textes. C'est-à-dire qu'il y a un juriste qui s'est penché sur le sujet, puis on lui a dit, voilà, on est embêté, on n'a plus le pouvoir d'amendement dont on disposait sous la 4e République, qu'est-ce qu'on peut faire? Hormis réviser la Constitution et le texte organique, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous avez une résolution qui a été prise modifiant le règlement intérieur du Sénat, visant à exploiter une faille juridique dans la rédaction du texte, dans sa comparaison entre l'article 40 et l'article 42 de la LOLF. Vous vous souvenez, en décembre 79, avec le Conseil constitutionnel, on a fait du vocabulaire. On a imaginé, on a dû se positionner
sur les notions des verbes voter et adopter. Eh bien, en 1976, on va faire de la grammaire. Et donc, vous avez sous les yeux la solution. C'est-à-dire que le schéma tel que je vous l'ai écrit doit vous faire apparaître une différence grammaticale susceptible d'être exploitée. Est-ce que vous la voyez? Imaginez, hein, vous êtes l'assistant parlementaire d'un sénateur et vous dit « Trouvez-moi une solution. » Vous êtes juriste, trouvez-moi une solution. Et vous avez ces deux articles sous les yeux à l'époque. On est en 1976. D'accord? Et le juriste trouve une solution. Et il propose une interprétation de l'article 40 de la Constitution. Alors, ça vous saute pas aux yeux? Oui, Au pluriel, alors que par exemple dépenses et recettes, c'est pas dire. voilà. La solution, elle est là. Le pluriel et le singulier. En plus, vous avez vu, j'ai failli faire une erreur, j'ai failli mettre un S à dépense, tout de suite effacé. D'accord? Donc oui, la solution, elle est là. C'est-à-dire que les ressources publiques sont au pluriel, les trois autres notions sont au singulier. Et c'est ça qu'on va exploiter en 1976. Alors, ça donne quoi concrètement? Ça donne que on a trouvé une solution pour les ressources. Mais ce que je vais vous décrire, c'est une avancée en 1976 uniquement pour les ressources. Parce que là, vous voyez au tableau, la différence, c'est au niveau des ressources publiques. Tantôt elles sont au pluriel, tantôt on parle au singulier des recettes. Alors qu'au niveau de la dépense de la charge, on est au singulier dans les deux cas. Alors concrètement, ça donne quoi? Bah, très simplement, je vais le mettre en rouge du coup. D'accord? Gardant à l'esprit que la solution ne vaut que pour les ressources, puisque c'est là qu'on va exploiter la faille grammaticale de l'emploi du pluriel et du singulier. On est au niveau des ressources publiques. L'article 40 vient nous dire, voilà, le cadre juridique, ce sont les deux petites flèches que j'ai mises. C'est-à-dire que je peux augmenter, mais je ne peux pas diminuer. Et je vais raisonner au niveau des ressources publiques. C'est bien l'article 42 qu'on fait primer ici sur le 40. Hein. C'est pour ça que je vous dis la Constitution interprétée à la lumière de l'article 42 de l'ordonnance. Et ça doit même vous titiller, parce qu'en termes de hiérarchie des normes, je suis quand même en train de vous dire qu'à un moment donné, on va utiliser une faille issue de l'article 42 de l'ordonnance pour interpréter différemment l'article 40 de la Constitution. Cette faille est la suivante. Qu'est-ce qu'elle permet concrètement? Ben, imaginez, voilà, j'ai mon enveloppe, mes ressources publiques, au sens de l'article 42, c'est de se dire, je peux déposer des amendements permettant d'augmenter ces ressources, je ne peux pas déposer d'amendements visant à diminuer ces ressources. Mais parmi mes ressources, vu que je raisonne au pluriel, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une ressource 1, d'avoir une ressource 2, d'avoir une ressource 3? Imaginons, j'augmente la ressource 1, ça va dans le bon sens, mais dans le même temps, je diminue la ressource 2. J'augmente la ressource 3. Et au final de l'équation, le schéma est respecté. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu, ce qu'on a imaginé en 1976 et ce qui a été validé en juin 1976 par le Conseil constitutionnel, puisque vu que c'était une résolution modifiant le règlement intérieur, je viens de vous l'indiquer, il fallait que le Conseil soit saisi pour apprécier la conformité à la Constitution. Là, le Conseil y voit arriver ça, il aurait été tout à fait en droit de dire non. Mais il y avait consensus politique sur le sujet. Et le Conseil constitutionnel a donc validé cette interprétation de l'article 40. L'article 42 de l'ordonnance offrait une option, une ouverture, en employant le pluriel, en disant, voilà, j'ai mes ressources publiques. Mes ressources publiques respectent le schéma. C'est-à-dire qu'au global, des amendements déposés, eh bien, mes ressources, au mieux,
elles augmentent, mais en tout cas, elles ne diminuent pas. Mais sans que cela empêche, au sein de l'enveloppe des ressources publiques, de toucher à une ressource en particulier et de se dire, bah, cette ressource-là, on va la diminuer, mais à la condition que la diminution soit compensée par l'augmentation des autres ressources au sein de l'enveloppe. Voilà, de l'audace. On attendait le verdict constitutionnel. Le Conseil rend sa décision juin 1976 et valide. Bon, il manquait le S. Donc on ne pouvait pas faire la même chose pour les dépenses, mais on avait déjà une première ouverture possible. Alors, les parlementaires, du coup, gardez-le à l'esprit, voilà, ils ont déjà obtenu une avancée en matière de ressources. Leur idée avec la LOLF en 2001, ça a été d'obtenir la même chose en dépenses. La solution toute trouvée pour obtenir la même chose, la plus simple, c'est de mettre le S là où il manque. Donc, modifier l'article 40 de la Constitution. Voilà, ça c'était juridiquement la solution la plus simple et la moins susceptible d'être remise en cause. Sauf que, gardez à l'esprit, hein, fait un petit bond dans le temps, début du semestre, je vous ai parlé du cadre d'adoption de la LOLF, je vous ai dit que ce n'était pas gagné d'avance, on a parlé de conjonction astrale, on a parlé de 36e proposition de révision du texte, donc rien n'était couru d'avance. Très clairement, les auteurs de la réforme, voilà, n'imaginez pas pour pouvoir mener de front et une réforme de la LOLF, une réforme de l'ordonnance en l'occurrence, et une réforme de la Constitution. Donc, les auteurs du texte qui aboutit à la LOLF en 2001 imaginent une autre option. Voilà. En espérant pouvoir bénéficier de la même clémence constitutionnelle. Puisque c'est un texte organique, on savait que le Conseil allait forcément intervenir. Je vous l'avais dit, le Conseil avait rendu sa décision 24 juillet 2001, 25 juillet 2001. L'option qui a été retenue, c'est ce que vous trouvez avec l'article 47 de la LOLF. L'article 47 de la LOLF, en plus, il y a un petit décodeur, un petit fil d'Ariane. On débute en vous disant au sens des articles 34 et 40. Voilà, là, le décor est déjà planté, on sait déjà de quoi on va parler. On parle du Parlement et on parle des irrecevabilités financières. Et donc, on vient vous dire, au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend de la mission. Voilà, j'extrais juste le membre de phrase qui m'intéresse. La charge s'entend de la mission. Et ça a permis de déverrouiller le pouvoir d'amendement des parlementaires. Comment? Je reviens au tableau. En s'appuyant sur la nouvelle structuration budgétaire, mission, programme, dotation, on vient me dire à l'article 47 que la charge, c'est la mission. Donc là, je peux mettre une égalité. Je sais qu'une mission est composée de programmes. Et donc, rebelote. Prenons mon enveloppe mission. Oups. Je vais appliquer l'article 40 au niveau de chaque mission. Prenons une mission en particulier, n'importe laquelle. Une mission qui est composée de programmes. Imaginons programme 1, programme 2, programme 3. Et vous voyez où je vais en venir. Imaginons, je prends la décision de diminuer P1. C'est bon, ça va dans le bon sens. J'augmente P2, je diminue P3, sous réserve que l'équation générale, sous réserve que l'équation générale soit respectée, j'offre aux parlementaires, avec cet article 47, une option, une possibilité de modifier à la hausse les crédits de certains programmes. Le Conseil est saisi,
décision du 25 juillet 2001. On s'attendait, voilà, on attendait avec impatience la position qui allait être celle du Conseil sur le sujet, du moins ceux qui avaient compris le système, hein, parce que au début, ce n'était pas totalement perceptible. Et au final, le Conseil a laissé couler, a laissé filer. Donc, depuis 2001, voilà quelle est l'étendue du pouvoir d'amendement des parlementaires lorsqu'on raisonne d'un côté sur les dépenses et de l'autre sur les recettes. Attention, pas de conclusion hâtive. Les parlementaires n'ont pas totalement, réellement obtenu un pouvoir comparable en recettes et en dépenses. Le champ est différent. Et le champ est d'ailleurs plus restreint. C'est-à-dire que pas avoir une conclusion hâtive en disant ils ont obtenu en dépenses ce qu'ils avaient obtenu en 76 en recettes. Non, ce n'est pas vrai. Vous le voyez apparaître sous les yeux avec le schéma. Euh, Au niveau des ressources, on raisonne sur la globalité des ressources. Au niveau des dépenses, on ne raisonne pas sur la globalité des dépenses, on raisonne mission par mission. En réalité, si on voulait avoir transposé totalement ce qu'on avait obtenu en 76 aux dépenses, il aurait fallu raisonner non pas au niveau du programme, mais au niveau de la mission. C'est-à-dire que si on avait obtenu avec la LOLF d'augmenter une mission, d'en diminuer une autre, d'en augmenter une autre, voilà, sous réserve de respecter l'équation générale, là, c'était comparable. Mais là, je pense, j'espère que vous avez bien compris que la comparaison était limitée. Certes, il y a une avancée significative, avec un pouvoir qui leur est reconnu, qui n'existait pas au préalable, mais qui n'est pas totalement comparable aux marges de manœuvre dont ils disposent en matière de ressources. D'accord? Encore une fois, dans l'absolu, si on voulait véritablement donner un pouvoir comparable aux parlementaires, la solution de simplicité encore aujourd'hui, c'est d'ajouter le S à l'article 40. D'accord? Maintenant, on va dupliquer cela avec ce que vous voyez passer dans la presse, notamment au niveau des ressources. Vous avez vu que c'est parti dans tous les sens. Ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. Oui, ils ont le droit. Ils peuvent augmenter la ressource publique. Il y a quand même un principe à envisager. Il faut quand même pouvoir trouver le financement en face. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont travailler sur la dépense, vous allez le voir, il y a certaines dépenses qui vont être envisagées, qu'il va falloir gager. C'est-à-dire qu'au niveau de la ressource, ce n'est pas trop dirimant, mais au niveau de la dépense, vous l'avez compris, le cadre juridique étant plus contraignant, les parlementaires ont trouvé commode, en pratique, de se donner quand même des marges de manœuvre, avec l'idée que lorsqu'ils présentent une dépense supplémentaire, ils gagent cette dépense. Comment on gage? En mettant des recettes en face. Alors, ça sort un petit peu du cadre juridique de ce que je viens de vous décrire, mais sachez-le, tout dépend de la réaction en face du gouvernement. Le gouvernement peut tout à fait reprendre à son compte certains amendements, alors même qu'il ne respecterait pas le cadre de l'article 40 de la Constitution. Mais là, voilà, c'est selon que l'on raisonne dans l'absolu, en se limitant aux marges de manœuvre qui sont à la seule disposition du Parlement. Dans ce cas-là, c'est ce que vous avez au tableau. Ou est-ce qu'on imagine la possibilité que des amendements qui sont présentés par des parlementaires soient finalement retenus par le gouvernement parce que le gouvernement y trouve un intérêt? Et dans ce cas-là, c'est devenu systématique. Lorsque les parlementaires proposent des augmentations de dépenses, eh bien, généralement, ils les gagent, au-delà du schéma que je viens de vous expliquer, ils les gagent également financièrement parlant. Et alors, le gage tarte à la crème,
c'est l'augmentation du prix du paquet de cigarettes. Ah, vous avez peut-être vu passer ça dans la presse. Si on avait suivi tous les gages tabac, ce qu'on appelle le gage tabac, je n'imagine même pas le prix d'un paquet de cigarettes aujourd'hui, parce que systématiquement, c'est la solution de simplicité. En fait, c'est juste le moyen d'attirer l'attention du gouvernement. C'est-à-dire, voilà, on respecte a priori le cadre juridique, on a cette mesure qu'on vous propose, si le gouvernement est d'accord, il reprend la main. D'accord? Et c'est ce qui m'amène au propos que je tenais tout à l'heure, je vous avais dit en réponse à la question qui m'avait été posée par un journaliste hier, c'est de se dire, en définitive, tout dépend de l'attitude du gouvernement. Si à un moment donné, le gouvernement décide de passer par une ordonnance, est-ce qu'il prend le projet initial ou est-ce qu'il le prend le projet modifié tenant compte de certains des amendements supposés les plus consensuels des parlementaires? Là, les options sont sur la table. D'accord? Et j'attire votre attention sur un point. La présidente de l'Assemblée nationale, la semaine dernière, s'est exprimée avec l'idée d'apporter un certain nombre de modifications au cadre d'adoption des lois de finances. Forcément, on se rend compte qu'il y a quand même quelques petites problématiques de ci, de là. Euh, j'ai en tête, mais je vous l'avais signalé en temps utile, hein, euh, cette voix parlementaire qui s'était déjà élevée à l'époque, visant à réduire la durée d'adoption des lois de finances pour passer de 70 à 50 jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais fait voilà, parler très très brièvement. Euh, avec l'idée finalement de changer la philosophie même de notre fonctionnement parlementaire, avec l'idée que le rôle du Parlement, ce n'est pas d'être dans la projection, c'est d'être dans le contrôle de l'exécution. Et c'est pour cette raison que parmi les projets de révision de la Constitution qui ont avorté et pour lesquels on avait envisagé des dispositions concernant le droit public financier, eh bien, on a imaginé réduire le délai de 70 à 50 jours. Là, si vous écoutez, si vous lisez le document qui a été produit par la présidente de l'Assemblée nationale, on est aux antipodes de cela. C'est-à-dire que là, ils sont véritablement au taquet sur le sujet, en plein baigné, noyé par l'actualité, avec l'idée qu'il faut absolument revoir le cadre juridique d'adoption de la loi de finances, alors que le raisonnement pourrait être totalement inverse. Souvenez-vous de tout ce que j'ai pu vous dire dans le courant du semestre. Euh, à quelle loi de finances doit-on accorder le plus d'intérêt? Est-ce que c'est la LFI? Manifestement, médiatiquement, politiquement parlant, c'est celle-là. Mais trop souvent, les LFI sont modifiés par une LFR qui passe par là, de manière relativement incognito, on n'en parle pas trop. Pourtant, la réalité des chiffres, c'est plutôt la LFR que la LFI. Et on poursuit le schéma. Lorsque j'avais fait une analyse sur les lois de règlement, de vous dire celle-là, pour le coup, elle passe totalement à la trappe dans la presse, etc. Il y a une méconnaissance totale du contenu de ce texte, un désintérêt total, y compris de la part des parlementaires. Pourtant, c'est l'instrument politique par excellence. C'est-à-dire que s'il y a un moyen, effectivement, de mettre en cause la responsabilité du gouvernement en utilisant les outils constitutionnels à disposition, ça pourrait être l'occasion, et ça aurait pu être l'occasion de le faire sur les dernières années, au stade de l'exécution budgétaire. Dans les propositions de révision de la Constitution à ce sujet, l'idée a bien été de déplacer le débat, de réduire en intensité le temps consacré aux lois de finances initiales et de reporter le sujet au printemps au moment de l'examen du projet de loi portant approbation des comptes. Donc là, on est totalement à rebours du sujet. Je vous indique que les éléments envisagés, notamment par la présidente de l'Assemblée nationale, feront l'objet d'une analyse dans un billet d'Allos qui sera publié le 8 décembre. Je me demande si ce n'est pas le jour d'examen pour les 3 heures. Non, c'est le 15. C'est le 15. D'accord? Donc voilà, vous aurez un billet là-dessus le 8 décembre qui vous fera un petit peu une synthèse des propositions envisagées par la présidente de l'Assemblée nationale et son équipe, on va dire, le tout confronté aux éléments que je viens de vous signaler. Voilà, j'en ai terminé avec vous. J'en ai terminé également avec les conseils à vous donner pour l'examen. Je pense que je vous ai tout dit.
Je répète, je vous ai donné énormément d'indices. En principe, lorsque vous aurez le sujet sous les yeux, que ce soit la 3 heures ou la 1 heure, il ne devrait pas y avoir d'étonnement sur le sujet. D'accord? Le dernier conseil que je vous donne, suivez bien l'actualité. Et on se retrouve plus tard, peut-être, dans votre parcours universitaire. Je vous rappelle que jeudi, demain, donc, vous avez la présentation des formations de master. Je vous souhaite bonne continuation.